maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things. Vous aimez plonger dans les confidences rares, celles qui dévoilent l'envers du décor des grandes légendes? Alors je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout de ce récit, et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces histoires précieuses. Un après-midi d'automne, Charles Aznavour, 90 ans passés, la voix légèrement voilée par le poids des années, laissa échapper une phrase qui résonne encore comme une énigme tendre et tranchante à la fois. Vous savez, je n'ai jamais aimé les conflits, mais il y a des visages que je préfère ne pas garder dans ma mémoire. C'était plus qu'un aveu, une confidence, presque un murmure glissé entre deux souvenirs. Aznavour parlait alors comme on feuillette un album photo, avec délicatesse, parfois en s'attardant sur une image, parfois en tournant la page un peu plus vite. Car derrière l'icône, le poète, le conteur d'émotions qui porta la chanson française aux quatre coins du monde, il y avait un homme. Un homme qui avait croisé des regards qu'il n'aurait jamais voulu revoir. Et ce jour-là, sans rancune ouverte ni amertume affichée, il décida de lever un coin du voile. Non pas pour régler des comptes, mais pour témoigner. Pour rappeler que dans une vie d'artiste, il n'y a pas seulement les triomphes et les ovations, mais aussi les silences, les froissements, les rencontres inachevées. 5 noms, 5 artistes, 5 visages qu'Aznavour ne pouvait pas voir en peinture. Aujourd'hui, entrons ensemble dans cet album invisible. Page après page, nous allons découvrir les histoires secrètes de ces rencontres manquées. Tout commence dans un Paris vibrant encore des échos de l'après-guerre. Les cafés enfumés bruissaient de discussions passionnées, les pianos droits résonnaient jusque tard dans la nuit, et les jeunes chanteurs rêvaient d'arracher un morceau de gloire à une ville qui avait soif de musique et d'espoir. C'est là que le jeune Charles Aznavour croisa Gilbert Bécaud. 2 hommes, 2 tempéraments. Bécaud, costume impeccable, gestes amples, énergie volcanique. Aznavour, plus réservé, observateur attentif, toujours en quête de la nuance juste. Au début, leur rapport semblait fraternel. Ils passaient des nuits entières à griffonner des textes sur des nappes en papier, à essayer des accords, à rêver ensemble d'un avenir fait de musique. Leur complicité paraissait évidente. Mais très vite, les différences devinrent des fractures. Dans un petit studio du quartier de l'Opéra, lors d'un enregistrement, Bécaud imposait un tempo militaire, frappant du pied pour donner le rythme. Aznavour, lui, cherchait la respiration subtile, ce silence fragile qui précède un mot important. 2 méthodes irréconciliables. Un jour, la tension éclata pour de bon. Une simple mesure devint le champ de bataille de 2 visions opposées. Bécaud voulait frapper fort dès la première note, Aznavour plaidait pour une montée progressive, comme une histoire qu'on laisse s'installer. Le ton ne monta jamais vraiment, mais les regards, eux, se durcirent. Et dans l'air, flottait déjà la certitude que quelque chose s'était brisé. Le public, bien sûr, n'y vit rien. À la télévision, tout semblait sourire et camaraderie. Mais en coulisses, une fissure s'ouvrait. Aznavour admirait toujours le talent de Bécaud, mais il supportait de moins en moins ce besoin de tout occuper, de prendre toute la lumière. Bécaud, de son côté, jugeait Aznavour trop perfectionniste, trop étouffant. Une soirée scella définitivement leur éloignement. Lors d'un gala partagé, Bécaud, emporté par son élan, prolongea son tour de chant, empiétant sur le temps prévu pour Aznavour. Pas un mot ne fut échangé, mais tout était compris. Dans sa loge, ce soir-là, Charles referma son carnet de notes et murmura simplement à un proche. « Gilbert, je ne peux plus le voir en peinture. » 2 étoiles qui avaient brillé côte à côte décidèrent alors de suivre des cieux différents. S'ils avaient été des couleurs, Johnny et Charles auraient appartenu à 2 palettes différentes. Johnny Hallyday, c'était le cuir noir, la guitare électrique et l'éclat brutal d'un projecteur aveuglant. Aznavour, lui, c'était la pénombre élégante, le velours des mots chuchotés et la lumière tamisée d'un piano solitaire. Leur première rencontre eut lieu en 1963, dans les coulisses d'une émission télévisée. Johnny n'avait pas encore 20 ans et débordait d'énergie. Blague à la chaîne, poignées de main distribuées comme des confettis, sourire éclatant accroché au visage. Aznavour, plus âgé,
déjà respecté, observait ce jeune phénomène avec un mélange d'amusement et de distance. Sur scène, le contraste frappa le public comme une évidence. Johnny ouvrit le bal, véritable tempête de rock, faisant trembler la salle comme un orage d'été. Aznavour, en clôture, apaisa l'atmosphère, déposant ses mots et ses notes comme on pose une main rassurante sur une épaule. 2 ovations, 2 mondes, et déjà l'ombre d'une rivalité silencieuse. Avec le temps, cette distance devint infranchissable. Aznavour ne comprenait pas ou ne voulait pas comprendre l'attrait hypnotique du rock. Une mode, disait-il, convaincu que seules les chansons habitées par l'émotion véritable traversent les années. Johnny, de son côté, respectait le parcours de Charles, mais jugeait son art figé, prisonnier d'une époque trop sage pour lui. Un soir des années 70, lors d'un gala de charité, l'incompatibilité devint flagrante. Johnny, fidèle à sa fougue, improvisa un rappel porté par la ferveur du public. Résultat, le programme fut chamboulé, et Aznavour dut écourter son passage. En coulisses, pas de cris, pas d'affrontement. Juste une poignée de mains sèches, distantes, comme un contrat signé à contre-cœur. Ils se croisèrent encore sur des plateaux télé, lors de cérémonies, dans les coulisses de remise de prix. Mais jamais l'étincelle créative ne jaillit entre eux. Interrogé un jour par un journaliste, Aznavour répondit d'une phrase qui résumait tout. « Nous n'avons jamais parlé la même langue musicale. » Derrière cette élégance polie, il y avait une vérité plus simple. Johnny faisait partie de ces visages qu'Aznavour préférait laisser en marge de son album Secret de souvenirs. Elle était l'icône d'une génération. Silhouette longiligne, cheveux lisses comme une chute de soie, regard voilé d'une mélancolie qui semblait venue d'ailleurs. Françoise Hardy incarnait cette France des années 60, à la fois moderne et insaisissable. Sa voix douce, presque évanescente, séduisait un public avide de nouveautés. Aznavour, lui, observait ce phénomène avec prudence. Leur première rencontre eut lieu sur le plateau d'une émission de variété. Hardy, déjà propulsé au sommet grâce à tous les garçons et les filles, feuilletait distraitement un magazine, comme détaché du tumulte des techniciens. Aznavour, en habitué, saluait chacun, réglait quelques détails avec l'orchestre. Quand il s'approcha pour échanger, elle lui offrit un sourire léger, à peine perceptible, et un bonjour qui flottait dans l'air comme une note suspendue. Charles crut d'abord à de la timidité. Mais, au fil de leur rare collaboration, il comprit qu'il s'agissait d'autre chose, une distance volontaire. Lors d'une répétition pour une émission spéciale, il proposa une modification subtile dans l'arrangement d'un duo. Hardy déclina poliment, préférant rester comme prévu. Pour Aznavour, c'était comme vouloir peindre sur une toile déjà vernie, inutile, voire déplacée. Leurs chemins se croisèrent encore, à des festivals, à des dîners mondains. Toujours le même rituel, un salut rapide, un sourire poli, puis chacun regagnait son univers. Les photographes capturaient des clichés où ils posaient côte à côte, mais Charles savait que l'espace entre eux était plus profond qu'un simple vide sur la pellicule. Un soir, en quittant une réception où Hardy était présente, il confia à un ami. Elle ne voulait pas partager le tableau. Alors, je l'ai laissé sur son chevalet. Pas de conflit éclatant, pas de rancune bruyante. Simplement la certitude tranquille que leurs chemins artistiques ne se rejoindraient jamais. Pour le public, cette absence de collaboration demeurait un mystère. Pour Aznavour, c'était une évidence, certains visages appartiennent à d'autres galeries. Et ce n'est pas un mal. Bien avant de se serrer la main, ils connaissaient déjà la réputation l'un de l'autre. Dans le petit monde de la chanson française, Charles Aznavour et Serge Gainsbourg étaient 2 piliers, mais plantés à des extrémités différentes du même pont. Aznavour polissait chaque mot comme un orfèvre. Chaque syllabe était travaillée pour refléter l'émotion juste, chaque pause calculée pour laisser entrer le silence au bon endroit. Gainsbourg, lui, avançait comme un peintre nocturne, griffonnant des textes sombres, bousculant les codes, cherchant le scandale avec la même ferveur qu'Aznavour cherchait la nuance. Leur premier face-à-face se déroula à la fin des années 60, sur un plateau télé. Aznavour, costume sombre, cravate impeccable, sous rare measure. Gainsbourg, chemise entr'ouverte, cigarette au coin des lèvres, l'air de n'avoir peur de rien.
Au début, les mots furent polis, presque courtois. Mais lorsque la conversation dériva vers l'avenir de la chanson française, le ton changea. La provocation est un moteur, l'art doit déranger, lança Gainsbourg avec assurance. Moi, je crois à la force du murmure, répondit Aznavour. Aux chansons qui traversent le temps parce qu'elles parlent au cœur, pas au scandale. Ce désaccord ne devint jamais une querelle ouverte, mais il érigea entre eux une barrière invisible. Ils se croisèrent encore, lors de soirées, d'hommages, de cérémonies. Toujours la même scène, poignée de main, sourire bref, puis chacun repartait vers son cercle. Aucun projet commun ne naquit jamais, et ce n'était pas un hasard. Un soir, chez un producteur, Gainsbourg improvisa une parodie à la guitare, pastichant le style des grands chanteurs, y compris celui d'Aznavour. La salle éclata de rire. Charles, derrière son sourire figé, sentit un froid discret se glisser en lui. Plus tard, il dira simplement « Il peignait ses chansons avec des couleurs qui n'étaient pas dans ma palette. » Une phrase polie, mais définitive. Ainsi, malgré le respect mutuel, leurs trajectoires restèrent parallèles, illuminant chacune un côté du pont, sans jamais se rejoindre. Au départ, tout semblait les rapprocher. Charles Aznavour et Enrico Macias partageaient une sensibilité façonnée par l'exil, un goût pour les mélodies aux accents méditerranéens et cette capacité rare à toucher le cœur des foules en parlant d'amour, de racines et de nostalgie. Leur première rencontre eut lieu à la fin des années 60, dans les coulisses d'une émission radiophonique. Enrico venait d'interpréter « Adieu mon pays ». Aznavour l'attendait et, sincère, lui dit simplement « Vous chantez avec le cœur ». Durant un temps, leurs chemins se croisèrent souvent. Ils partageaient des dîners chez des amis communs, échangeaient des souvenirs de tournée, évoquaient leurs origines et cette douleur douce de l'exil. Aznavour admirait la chaleur spontanée d'Enrico, cette façon d'emmener le public comme dans une grande fête familiale. Mais derrière l'admiration se cachait une réserve. Pour Charles, la scène était un lieu de rigueur où chaque geste devait être mesuré, chaque note préparée. Le premier accroc survint lors d'une tournée caritative. Le programme était minuté au quart d'heure. Aznavour, fidèle à sa discipline, était toujours prêt, ponctuel, concentré. Enrico, lui, emporté par l'enthousiasme, prolongea son passage, improvisa des chansons supplémentaires, raconta des anecdotes au public. Résultat, le temps de scène d'Aznavour fut réduit. Charles ne dit rien ce soir-là. Mais plus tard, seul dans sa loge, il nota dans son carnet. J'aimais sa lumière, mais elle m'éblouissait trop. Tout était dit. Admiration et incompatibilité. Chaleur et distance. Par la suite, ils se recroisèrent souvent, toujours cordiaux, mais jamais proches comme au début. Leur relation devint comme un tableau qu'on choisit d'accrocher à un temps, puis de ranger dans un grenier à l'abri des regards. Pour Aznavour, Enrico Macias resta un souvenir vif, coloré, mais qu'il préférait contempler de loin, sans y revenir. Ces 5 noms Johnny Hallyday, Michel Sardou, Claude François, Serge Gainsbourg et Enrico Macias n'étaient pas de simples collègues pour Charles Aznavour. Ils furent des miroirs, des contrastes, parfois des rivaux, toujours des présences marquantes dans son parcours. Avec Johnny, il y avait le choc des générations. Avec Sardou, l'incompatibilité d'opinion. Avec Clo-Clo, la compétition féroce du succès. Avec Gainsbourg, 2 visions irréconciliables de l'art. Avec Enrico, la lumière d'une amitié inachevée. Ces inimitiés, loin d'être des haines, relevaient plutôt d'un mélange subtil d'admiration, de réserve et de distance. Elles témoignent de la richesse et de la complexité d'un univers artistique où les égos, les styles et les destins se croisent sans toujours s'unir. Aznavour, discret mais lucide, n'a jamais crié son mépris. Il se contentait d'une remarque polie, d'un silence éloquent, ou d'une phrase ciselée, comme pour refermer doucement la porte derrière lui. Au fond, peut-être que ces distances l'ont aidé à rester lui-même, à garder intact son style unique, à ne jamais se dissoudre dans les courants ou les modes. Charles Aznavour savait qu'on ne bâtit pas une carrière d'un demi-siècle en essayant de plaire à tout le monde. Car en définitive, ce qu'il offrait au public était bien plus fort qu'un simple lien avec ses pairs. Une intimité profonde, une voix qui semblait parler directement à chaque cœur. Et c'est peut-être cela, le vrai secret de son éternité. Et vous,
Qu'en pensez-vous? Parmi ces 5 noms évoqués par Charles Aznavour, lequel vous surprend le plus? Partagez votre avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Si vous aimez découvrir les histoires cachées des grandes légendes de la musique, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Prisme de Renom et activez la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien est précieux et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à raconter ces récits uniques. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des destins exceptionnels.